Le petit n'est pas bien. Un malin lui a sans doute lancé un mauvais sort. Kumba, tu devrais en parler à Ousmane le marabout. Massa, la marchande de fruits était venue voir Maman Kumba. Elle trouvait Samou bizarre depuis quelque temps. Des voisines avaient fait la même constatation. Elle avait longuement murmuré entre elles et Massa, en raison de ses liens d'amitié avec Maman Kumba, avait décidé de lui en glisser un mot. En effet, depuis le départ de Kani, lui qui d'habitude aimait tant plaisanter les vieilles, qui écoutaient patiemment leurs histoires, leur disait tout juste bonjour. Il ne fréquentait plus les places où se réunissaient ses jeunes compagnons. Maman Kumba savait bien de quoi il s'agissait. Il essaya en vain de raisonner son fils, mais Samou répondait invariablement qu'il n'avait rien et qu'il se sentait très bien. Il demeura en dehors de la vie du quartier jusqu'à ce que deux événements aient secoué la ville. Le premier fut une épidémie de méningite cérébrospinale. Elle avait commencé par les quartiers du Nord et avait petit à petit gagné tous les quartiers de la ville. Cette maladie, disaient les vieux, n'avait été connue en Afrique que durant cette guerre. Il disait également que les soldats noirs l'avaient ramené du pays des Blancs. Nos pères ne nous en avaient jamais parlé. C'est une maladie de l'ère européenne. La nuque de bois, comme fut surnommée la cérébrospinale, fut pour la ville une véritable calamité. L'enfant se plaignait de la tête, vomissait et mourait sans que rien n'ait pu y faire. Des cris de douleur, de consternation se multiplièrent et toute la ville revêtit une physionomie de deuil. Les rues des quartiers indigènes, ordinairement éclairées par les petites lampes des marchandes de fruits, étaient devenues sombres, ténébreuses. Les marchandes ne vendaient plus. Les tam-tams aussi s'étaient tus. Et les enfants qui organisaient leurs rondes joyeuses et criardes après les repas du soir ne se montraient plus. Les vieux, désemparés, criaient à la malédiction, car la cérébrospinale semblait surtout en vouloir aux jeunes. Malédiction, disaient les anciens. Ceux qui devraient nous enterrer meurent avant nous. Qu'allons-nous devenir? Un lourd silence planait sur toute la ville, interrompu quelquefois par le chœur sinistre des pleureuses. Le deuil allait de porte en porte et chaque famille attendait passivement son heure. On fit des offrandes, on organisa une prière publique et ce soir-là, la voix de Fadiga, le muezzin, avait quelque chose de pathétique. Tous les vieux étaient là, recueillis, le visage marqué par l'angoisse. Debout sur le toit de la mosquée, la silhouette blanche de Fadiga le muezzin avait quelque chose de divin. Certes, les mots étaient les mêmes que ceux des autres jours, mais dans sa voix, on sentait quelque chose de profond. Et ses paroles avaient le souffle d'un dernier espoir. Tous les vieux priaient et s'adressaient à Dieu. Ils n'avaient pas peur de mourir, les anciens. Ils avaient déjà vu des choses et des choses. Ils demandaient donc ce soir-là au Tout-Puissant de frapper plutôt parmi les vieux, d'orienter la cérébrospinale vers eux qui n'attendaient plus rien, vers ceux qui avaient connu la jeunesse et la sagesse,
mais d'épargner ceux qui avaient sur leurs épaules les charges des jours à venir. Ainsi, l'ordre des choses serait respecté. Samuel était sorti de sa réserve. Les vieux lui demandaient sans cesse des explications sur cette curieuse maladie. Ils lui demandaient aussi des moyens pour se garantir. Mais Samuel, qui n'était pas instruit en ce domaine, se contentait de leur dire ce qu'il savait de l'école. C'est-à-dire que la maladie était due à un microbe et qu'il fallait arroser les cases avant de les balayer. Après avoir satisfait ses macabres désirs, le génie de la cérébrospinale se retira, laissant derrière lui le deuil et le désespoir. Le second événement couvait déjà depuis longtemps. Il fut d'abord annoncé par les premiers soldats qui étaient revenus de la guerre. Bientôt, tout le monde sera citoyen, disait-il. On nous a parlé là-haut. Il n'y aura plus de travail forcé. Dans l'armée, il n'y aura plus de différence entre soldats. Tous seront habillés de la même façon. Tous auront droit au même traitement. Il y aura les mêmes écoles pour tous les enfants, blancs comme noirs. Il y aura également la même justice et nul n'ira en prison sans être jugé. Bientôt, tout le monde sera bien. Les gens s'étaient emparés de la nouvelle, mais les vieux qui disaient être habitués à des bruits de la sorte demeurèrent sceptiques et leur attitude contrastait fort avec l'enthousiasme que connaissaient les jeunes. Les dires des soldats avaient été commentés et recommandés par ces derniers. Tout cela était si merveilleux. Il y eut un peu de remue-ménage dans la ville, puis on n'en parlera plus. Ce fut l'oubli. Sitôt l'épidémie de cérébrospinale éteinte, les premiers voyageurs venus de l'Ouest avaient annoncé de profonds changements. Quelques commis avaient cette fois-ci confirmé la nouvelle et la foule avait pris la chose à cœur. Au marché, devant les magasins, sur les places, on discutait, on gesticulait, on se passionnait. Dans les bureaux, il n'était plus question que de cela. C'était sûr. Certains commis assuraient avoir lu la nouvelle dans les communications. En se passionnant de plus en plus, les jeunes dans les salles de danse, les femmes sur les routes de marché, les vieux eux-mêmes dans leur cercle, partout où l'on pouvait se voir, il n'était plus question que de jours sans travail forcé, de jours de liberté et de justice. Un dimanche matin, sur la grande place du quartier, une assemblée se forma. La foule était de plus en plus remuante, de plus en plus dense. On parlait des jours de misère dont on annonçait l'agonie et chacun disait à son voisin ses souffrances particulières. Des murmures s'ajoutaient en une sorte de grondement sourd. Visiblement, ces gens-là attendaient quelque chose. Tout d'un coup, et comme par enchantement, il y eut un grand silence. On se leva les yeux. Mahan, un fils du quartier, venait de grimper sur un toit face à la foule. « Nous sommes pour la justice et la légalité, hurla-t-il.
Nous ne voulons plus être d'éternels subordonnés. Nous ne voulons plus qu'il y ait 2 poids, 2 mesures et 2 mesures. Nous ne voulons plus être des sujets. C'est le coup de tonnerre. Le mot est lâché. On regarde autour de soi. Personne ne bouge. Les policiers sont là et ne font aucun geste à l'adresse de Mahan. Ils écoutent et acquiescent eux aussi. Est-ce possible? Dire ça tout haut, mais toujours rien. Rien ne bouge. Mahan est là, pas en prison. Décidément, les temps ont changé. À travail égal, salaire égal. Nous en avons assez de travail pour rien. Nous voulons la justice. La foule tonne, mais et visages se tendent vers Mahan. Mahan a parlé. Il a dit tout haut ce qui hier encore ne se disait qu'entre frères, et rien n'en est résulté. Mahan est un homme. Les temps ont changé.